Vous écoutez L'été à l'ombre. Un livre écrit par Jean Écart et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Aveu à Frédéric Montenard. À toi, le peintre exact des étés qui chauffent à blanc et des ombres couleur de pervenche, je dédie ce livre, parce que tu y retrouveras quelques souvenirs de notre pays où ta Bastide n'est pas loin de la mienne, où la lumière et l'azur sont des réalités brutales, où l'ombre est un rêve en vain désiré. Tu retrouveras dans ce petit livre le potier notre voisin, le savetier et le maçon de notre village, la culture ardente des immortels, inaltérable fleur du souvenir, et cette histoire des deux états-mœurs, bonne à réjouir des simples, des enfants, des villageois restés candides. Si tu veux essayer de lire L'été à l'ombre, emporte ce livre. C'est un recueil d'histoires brèves, lecture facile à couper de petits sommes rythmiques et doux, conseillés d'indulgence, et durant lesquels le songe du lecteur satisfait achève et embellit les rêves du conteur. Lis mon livre L'été à l'ombre. J.A. La Garde près Toulon, 10 juillet 1895. La Vierge Peille. À Gaston Bonnier. Il mettait au-dessus de sa tête angélique deux petites ailes courtes, légères et blanches, le bonnet d'Yvonne. Yvonne était blonde, avec des yeux très bleus et un visage pâle, pâle comme le visage de ces madones en cire qu'on voit dans les églises de village, enfantines et anciennes, sous des globes de verre. Oui, elle avait l'air d'une sainte mystique, la douce et blanche Yvonne, et c'est pour cela que Jacques l'avait aimée. 2. Jacques Kardec, lieutenant de vaisseau, avait 28 ans. Avec un bon esprit très droit, net, ferme, il avait un cœur excellent. Il était sorti en bon rang de l'école navale. De taille moyenne, mais très fort, il se vantait de sa force avec un joli rire jeune, plein de mépris pour les faibles et qui cependant n'avait pour eux rien d'offensant. On ne pardonne pas un plus fort. On pardonne un trop fort, contrairement à ce qui arrive dans l'ordre intellectuel, où l'on prend moins ombrage du simple talent que du génie, jusqu'à l'heure du moins où le génie s'est imposé. Quand la conversation s'amenait sur la force physique, Jacques tirait en silence de sa poche une pièce de 10 francs en or, et doucement, doucement, entre ses doigts, il la ployait comme du plomb. Ou bien il faisait apporter un jeu de cartes, et les 32 cartes étaient déchirées à la fois, tout doucement. C'était l'amusement des carrés d'officiers, cette manie de Jacques. Tout le monde essayait de l'imiter au milieu des rires. Un tel ne parvenait à déchirer que 12 cartes à la fois. Un autre en déchirait 20. Personne ne ployait la pièce de 10 francs. Il avait une volonté qui était d'acier, comme ses doigts. Un coup de taureau, des épaules d'Hercule. Pas très grand, je l'ai dit. Avec cela, marqué pour devenir le type du marin énergique, le contraire d'un poète fade. Et pourtant l'amour prit le cœur de Jacques entre ses petits doigts et le ploya, comme la pièce de 10 francs, le déchira, comme le jeu de 32 cartes. 3. Jacques, mon fils, à quoi te mènera cet amour? Cette Yvonne n'est pas du tout ce qu'il te faut. C'est une demi-bourgeoise qui n'a qu'une demi-éducation. Je ne te dirai pas qu'elle n'a point de fortune, cela n'est pas grave, puisque tu en as, mais le fils de l'amiral Kardec ne peut pas, ne doit pas épouser cette fille. Réfléchis, mon doux Jacques. Si ton père vivait, tu l'écouterais, lui. Il te ferait comprendre. Jacques secouait la tête et, à toute objection, répondait simplement, obstinément, patiemment. « Je l'aime. » Sa mère se sentait vaincue. Elle connaissait l'entêtement des Kardec. Jacques est buté, se disait-elle, comme au temps où l'amiral opposait à la sienne une de ses volontés inflexibles qui avait fait de lui un chef de premier ordre. Alors, la pauvre mère, avec timidité, essaya de dire pour finir « Tu sais, une fois, avec Jean Lepic, le matelot, cette fille a fait parler d'elle. » « Je connais cette histoire, dit Jacques. Ne m'en parlez plus jamais, je vous en prie, ma mère. »
et il serait fâcheux qu'une autre personne que vous m'en parlât. Vous conviendrez bien qu'avant de me connaître, Yvonne a pu sentir son cœur battre sans qu'on ait le droit de lui en faire un crime. Elle a souri à ce Jean Lepic, peut-être. Nous avons tous eu de ces amours d'enfants, et après, Yvonne sera ma femme, ma mère, vous ne voudrez pas me désespérer. La mère temporisa. Tu es bien jeune, il faut naviguer encore. Marié, tu n'aimeras plus l'aimer. Alors, tu demanderas un poste à terre. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour renoncer au beau, au grand voyage. Profite de ta jeunesse, de ta santé, de ta force. Jacques souriait à la vie, qu'il sentait en lui puissante, indomptable. Santé, force, jeunesse, tout cela était en lui si vivant en effet, si certain, et comme chantant. Dans les moments où il se sentait ainsi insolemment joyeux d'être jeune et fort, s'il était avec quelqu'un de ses camarades d'école, il le poussait de l'épaule, en clignant de l'œil, ce qui voulait dire « Hein, te souviens-tu des bonnes raclées du Borda? On pourrait recommencer ?» Et pourtant, d'un tout petit coup d'épaule, mais voici ce qui arriva. 4. Jacques dut quitter le port de Brest pour le port de Toulon. Sa mère avait sollicité en secret ce changement. Elle espérait toujours que Jacques oublierait. Mais Jacques était touché, bien touché. La pointe fine d'une épée invisible l'avait piqué au plus profond du cœur. Un poison sourd subtilement courait en lui. Au fond, pas un amour ne ressemble à un autre amour. Pas un être n'aime comme un autre être. On dit que sur les myriades de feuilles d'une forêt de chênes, on ne trouverait pas deux feuilles qui, posées l'une sur l'autre, puissent coïncider parfaitement. Tous les visages humains sont des visages et se ressemblent sans être semblables. Et si vous croyez que les oiseaux de même espèce se confondent entre eux, vous vous trompez. Eux, ils se distinguent bien. Et chez les rossignols ou les pinsons, on n'est pas seulement une espèce, on est des personnes. L'amour de Jacques était singulier. Les sensations des êtres étant produites par des circonstances agissant sur des natures, il faudrait, pour que deux amours fussent pareils, que non seulement les natures, mais les circonstances fussent identiques, et nous pouvons juger sûrement que celles-ci, du moins, diffèrent à l'infini. Le jeune officier avait couru le monde, et en France, en Grèce, au Japon, à Tahiti, il avait eu, comme tous ses camarades, des femmes jaunes, vertes ou bleues. Il avait eu des maîtresses, et il les avait aimées. Mais jamais il n'avait rien éprouvé de pareil à ce qui se passait en lui maintenant. Jacques était possédé. La figure d'Yvonne, pâle, diaphane, semblable à une apparition, flottait sans cesse autour de lui. Elle lui semblait une de ces créatures faites de vapeurs lumineuses et dont il est parlé dans les histoires spirites. Elle ne le quittait pas. Il était comme le médium de cet esprit. Y avait-il là, en effet, un phénomène transcendant de force psychique, une attirance d'âme qui appelait à lui, à l'insu d'Yvonne, le spectre flottant de la bien-aimée? Qui sait? Toujours est-il que ce vigoureux garçon aimait en vrai fou une ombre faite de lumière diffuse, la pâle et mystique fiancée, qui lui avait accordé pourtant le baiser de chair. Il lui écrivait « Me voici à Toulon, cher bien-aimé, où je suis embarqué à bord de l'Atalante et de quart tous les 2 jours seulement. J'étais silencieux, je suis devenu muet. Hier, au carré, en déjeunant, mes camarades ont raconté gaiement des histoires de force. On s'attendait autour de la pièce de 10 francs, tu sais, mais je n'ai pas même essayé. Il m'a semblé que je ne pourrais plus, que ma force s'en va, qu'elle s'en est allée. Je ne mange guère, je ne dors plus. Je pense à toi, je te vois. Ma mère se montre toujours plus sévère. Mais ne crains rien, ma chère Yvonne, il y a des amours qui bravent tout, qui sacrifient tout, que rien ne peut entraver. Je le sens avec horreur, mais pourquoi ne pas le dire? Je marcherai sur des morts pour aller à toi. Ma chère figure de sainte, aime-moi bien. Te rappelles-tu notre premier rendez-vous? C'était à l'église, tu étais arrivée la première, je te reconnus tout de suite. Ton petit bonnet me parlait, je voyais de profil ton doux visage en prière, tes mains jointes.
Avec ta robe sombre, au grand tablier, et ton bonnet aux petites ailes si blanches, tu avais l'air d'une nonne, oui, d'une image de sainte. Comme tes yeux s'abaissaient tristement. Comme ils s'élevaient avec passion vers la Vierge au manteau bleu semé d'étoiles. Ah, Yvonne, c'est que malgré tout, notre amour est pur. Devant Dieu, il est sacré, et rien n'empêchera que tu deviennes ma femme. Je passerai par-dessus tout, je briserai pour toi, que Dieu me pardonne, le cœur de ma bonne et tendre mère. Mais j'ai aussi des devoirs envers toi, Yvonne, et je les accomplirai. Regarde demain soir, la belle étoile, à 10 heures. Je prendrai le quart à cette heure-là, je la regarderai aussi. Nos regards et nos âmes se rencontreront dans l'espace infini. V. Yvonne répondait « Jacques, Jacques, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as bien fait, Jacques, il le fallait, il faut complaire avant tout à ta sainte mère. Mais non, je suis folle, reviens, donne ta démission, ne m'écoute pas, mais laisse-moi dire. Cela me soulage, je vis et je meurs de toi. Si tu t'en vas loin, je mourrai. Jacques, ne m'abandonne pas. Tu vois, je pense tout à la fois les choses les plus contradictoires, mais crois-moi, je saurai être raisonnable, sage quand il le faudra. Cela me soulage de tout te dire. À qui cela fait-il du mal? L'essentiel est que tu sois libre, et tu es libre, le sens-tu bien? Oh, ce baiser, ton baiser, Jacques, il me brûle. Oh Dieu, quand j'y pense, le feu de la honte brûle mes joues qui pourtant restent pâles, de cette pâleur que tu aimes tant. Je suis passé hier près de l'endroit, t'en souviens-tu bien, Jacques? Près de cette petite hutte de pêcheurs où ton Yvonne, ah mon Dieu, crois-tu que Dieu me pardonnera? Mais qu'importe, si tu m'aimes, si tu ne m'oublies jamais. Oh Jacques, Jacques, comme j'ai été tienne, ô mon révélateur divin, mon ami, tâche de te distraire, oublie-moi, cause avec tes camarades, ne reste pas si seul. Pourvu que tu ne me trompes pas, amuse-toi, je serai si heureuse de te savoir content. J'ai regardé l'étoile l'autre nuit, je la regarderai tous les soirs. J'ai cru sentir sur moi ton regard. Nous étions tous les deux hauts, très hauts, en plein ciel, près de l'étoile. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés, dans un baiser céleste. Ton Yvonne. Zi. Ces lettres, Jacques les mettait sur son cœur, et elles y faisaient comme une brûlure. 7. Le lieutenant de vaisseau habitait, à Toulon, une chambre garnie. Un soir, vers minuit, comme il rentrait à son premier étage, à tâtons, il sentit, en étendant la main vers la porte, qu'il touchait quelqu'un qui, au contact, ne remua ni ne parla. Surpris, il cria dans l'ombre. « Qui est là ?»« Jacques !» Il frissonna tout entier, éperdu, prêt à tomber. C'était la voix d'Yvonne, et dans cette obscurité, ils s'étreignirent. Oh, se retrouver, se sentir ainsi après 2 mois, 2 longs mois. Impatient de se voir avec les yeux, il craignait de se quitter et se suivait dans l'ombre, lui cherchant sa clé, la serrure, perdant la tête. « C'est toi? Comment es-tu là? Pourquoi? Oh, Yvonne! »« Mon Jacques !» Il jurait, donnait du pied dans la porte, abandonnait la serrure, et tous deux se reprenaient, lèvres contre lèvres, chacun respirant l'autre, retrouvant avec délice l'odeur chère, cette ineffable personnalité physique qui ne se livre que par l'approche, qui est un parfum, peut-être l'amour lui-même, l'essence même du désir, l'expression inexprimable des affinités, l'attraction insaisissable et particulière et définitive. Chose singulière. Cette figure que si nettement il voyait à l'ordinaire dans un songe continu, Jacques ne la voyait plus du tout depuis qu'Yvonne était là, en réalité, dans cette ombre. Et il avait hâte de le retrouver, ce cher visage. Enfin, la lumière jaillit. La main tremblante alluma les bougies. « C'est toi, c'est bien toi. Comment se fait-il? Qu'est-il arrivé ?» 8. Ils s'expliquèrent. Les yeux baissés, plus pâle que jamais, triste infiniment, Yvonne lui dit « Il faut que tu me sauves. Je ne peux plus rester au pays, ce n'est plus possible.
Que deviendrai-je dans quelque temps? Je suis perdu. Quand j'ai compris cela, je me suis sauvé. J'ai laissé une lettre à mon père. Comprends-tu? Tu ne comprends pas? Si, tu me comprends. Elle releva ses yeux bleus, les planta droit dans ceux de Jacques avec une expression neutre où il ne vit que la profondeur confuse d'une âme qui se voile. Cette pudeur du regard, cachant le fond de leur secret, lui fit brusquement tout comprendre. Oh, Yvonne! Yvonne se sentait devenir mère, et voilà ce que Jacques avait compris. Elle cacha sa tête dans la poitrine du bien-aimé et pleura longtemps. Il but ses larmes, se mit à genoux devant elle, lui demanda pardon 1000 fois en sanglotant, et lui annonça qu'avant 1 mois, elle serait sa femme. Il parlait dévotement, à genoux devant elle. Avec sa robe sombre au grand tablier noir, elle avait l'air, oui, d'une sœur de charité. De sa main très fine, diaphane comme son visage, elle caressait lentement les beaux cheveux noirs, courts mais épais, du bien-aimé de son âme. Et lui, tout à coup, pris de ferveur, saisit les 2 pieds adorés dans ses 2 mains et avec un respect d'époux jeune, fort, joyeux au fond et fier, il les baisa éperdument. 9. Yvonne était donc arrivée chez Kardec en son absence. À la loueuse du garni, elle avait dit simplement « Je suis sa sœur, il faudra 2 chambres. »« J'ai une locataire qui heureusement part demain, mademoiselle. Quant à la chambre de M. Kardec, la voici, mais l'après-midi, il emporte sa clé. » Et sans aucune impatience, la douce Yvonne s'était assise sur sa malle comme une bonne. Devant la porte fermée, elle n'avait pas dîné. Elle était restée là, bien tranquille, depuis 4 heures du soir. Très fatiguée, elle avait voyagé 1 jour et 1 nuit, elle avait même fini par s'assoupir. Des gens qui montaient, qui descendaient, entrevoyaient dans l'ombre cette figure pâle, énigmatique, assise comme un sphinx, avec son air endormi, devant la porte que barrait sa malle plate, forme vague de cercueil. On eût dit une figure de marbre, blanche et noire, assise sur un sarcophage. Et au-dessus de sa tête chatoyait un petit carré de papier blanc, la carte de visite de Kardec, le nom, comme une épitaphe, Jacques Kardec, lieutenant de vaisseau. X. Il fit du thé. Elle ne put manger. La joie lui ôtait l'appétit. « Tu comprends, te voir, ça suffit, je vis. » Elle songea à tout, tira un matelas du lit de Jacques, le mit sur le canapé avec des couvertures. Il coucherait là, lui. Elle, fatiguée du voyage, dans le lit. Cela semblerait tout simple à la propriétaire. Le lendemain, elle aurait sa chambre. Comme ils allaient vivre heureux. 11. Et, assis côte à côte, de nouveau ils s'étreignirent. C'en était fait. Elle était bien sa femme, sa vraie femme. Au point du jour, vers 6 heures, tandis que très lasse, à demi morte, Yvonne dormait gracieusement, un bras pendant un peu hors du lit, son visage plus pâle que de coutume tourné vers Jacques instinctivement, malgré la pesanteur de son sommeil, lui, attablé devant la fenêtre, écrivait à sa mère « Pardonnez-moi de vous tant contrarier, ma mère, ne me désespérez pas plus longtemps. Yvonne est ma femme et le sera. Elle est ici. Ne me forcez pas, je vous en supplie, à m'expliquer davantage, mais croyez que j'agis en homme d'honneur. » Madame Kardec se fit faire des sommations respectueuses. Jacques était désespéré, mais il était honnête homme, et tout fut bientôt prêt pour ces noces tristes. Le 1er janvier approchait. Ils fêtèrent la Noël ensemble. Yvonne était logée sur le même palier, et les 2 chambres communiquaient. Tous les matins, Yvonne faisait elle-même le ménage. La propriétaire était ravie. Une perle, cette sœur de M. Kardec. Je ne plains pas celui qui l'épousera. Ils attendaient, pour tout avouer, le jour des noces. À Toulon, seuls les chefs de Jacques étaient informés, comme il l'avait fallu. Il approchait, le grand jour. Les bans étaient publiés, et ni la propriétaire, ni les gens du voisinage ne se doutaient encore de rien. On ne passe pas tous les jours devant la mairie. Kardec demeurait à l'autre bout de la ville, sur la place Saint-Roch. Il se cachait.
Le bonheur doit se cacher, parce qu'il attire son contraire. Soyons prudents. 12. 4 jours séparés du bonheur définitif, la pâle fiancée. Jacques n'était plus taciturne. Il s'était remis à rire, et aussi souvent qu'on voulait, dans ses doigts souples et forts, il ployait la pièce de 10 francs en or et déchirait les 32 cartes. Il paria même d'en déchirer 36. Et n'en déchira que 34, mais cet insuccès le laissa froid. 13. À l'occasion des fêtes de la Noël et du jour de l'an, le 30 décembre 188, l'état-major de l'Atalante, que les officiers d'un navire espagnol avaient fêté peu de temps auparavant, leur offrait en retour une soirée à bord en rade de Toulon. C'était la veille du mariage de Jacques. Quand il rentra de son service, ayant dîné à bord, Yvonne avait mangé toute seule comme à son ordinaire en pareil cas, Jacques trouva sur son lit, bien paré, en très bon ordre, sa grande tenue, pantalon à bandes d'or, habits, claques et ses gants blancs. Jacques, depuis 15 jours, ne faisait plus partie de l'état-major de l'Atalante. Officier d'ordonnance de l'amiral-préfet maritime, il avait maintenant ces jolies aiguillettes qui font si bon effet sur une jeune poitrine et qui lui allaient si bien à lui. Yvonne les adorait, ces aiguillettes. Quand Jacques, vers 10 heures du soir, fut habillé, elle voulut l'enfant. Qu'il mit son chapeau sur sa tête et qu'il fit devant elle le tour de sa chambre, comme ça. Elle battait des mains, « Que tu es beau !» Puis se ruait sur lui, l'entourait de ses bras. À son tour, il l'enlaça, le claque et les gants tombèrent. Il voulut se baisser bien vite pour qu'elle ne prît pas la peine. « Non, reste !» Et elle plongea ses yeux dans les yeux du jeune homme, lui versant par le regard l'ivresse inexprimable, l'essence de la vie suprême. Tout l'amour, qu'elle était jolie, belle même ainsi, et si pâle. Oui, elle semblait plus pâle encore qu'à l'ordinaire. « Qu'as-tu ?»« Rien, tout, tu sais bien, c'est demain, qu'elles étrennent. » Elle jouait avec les aiguillettes dont les bouts dorés s'entrechoquaient avec ce bruit gai des hochets enfantins. « Ah, que je t'aime !» Il l'attira à lui, la serra à plein bras sur sa poitrine, et comme il devait arriver à bord en même temps que son chef, la baleinière de l'amiral poussant à 10 heures un quart juste. Il se baissa vivement, ramassa ses gants, son claque, et en même temps un billet plié avec soin qui avait dû tomber de sa poche. Et d'un pas joyeux, il sortit, criant encore sur le palier, par la porte restée ouverte, avec un baiser envoyé du bout des doigts. « Bonsoir, Yvonne. » Elle se coucha. La baleinière, mince et prompte comme une anguille, glissait droite sur l'eau polie. Aux côtés de l'amiral, haut de taille, l'aide de camp, bien pris, charmant, gracieux, donnait la sensation d'un jeune avenir puissant et calme. On le sentait plein des espérances qu'avait réalisées son chef, dont le nom était illustre. On accosta. 14. Le pont de l'Atalante, recouvert tout entier de toiles formant tente, avait été luxueusement transformé en salle de bal. Sur les bastingages, partout, les drapeaux de France et d'Espagne mêlés. Le ruisseau de sang entre deux rives d'or, les couleurs de l'Espagne, rutilait partout aux clartés vives d'innombrables flambeaux. Ça et là des sabres, des fusils, des pistolets de combat, arrangés par le marin, formaient des ancres, des dessins ornementaux. Des lauriers roses dans des caisses, des camélias faisaient des bosquets dans les recoins du pont bombé qui montraient les linéaments propres, presque blancs, du bois bien frotté. Au milieu de la dunette, une vasque jaillissante épandait, avec un bruit de source, une odeur vague de jasmin d'Espagne. Sur ce pont de navire qui, un an auparavant, balayé par les vagues de la haute mer, craquait au roulis et au tangage, dans les mouvements affolés d'une tempête mémorable où l'Atalante avait perdu 20 hommes d'équipage et failli périr, une foule de femmes parées bourdonnait et bruissait dans une atmosphère tiède, la soie frôlant la soie, les robes balayant le pont, les saluts répondant aux saluts. Sous les diamants, les cheveux et les épaules chatoyaient. Peu d'habits noirs. Tous les hommes en grande tenue, officiers de mai pour la plupart,
très peu d'officiers de terre. Au dehors, dans l'air froid, sur l'eau, comme des mille-pieds, couraient les longs canaux avec leurs 24 avirons réguliers qui montent, s'abaissent, rient de l'eau et se relèvent dégoûtants de perles lumineuses pour s'abaisser plus loin. Qui vive? À bord, officier? Laisse courir. La baleinière accosta l'échelle. Quand l'amiral se présenta à la coupée, les fanfares éclatèrent. Et comme l'amiral espagnol suivait de près l'amiral français, les musiciens interrompirent brusquement la Marseillaise pour attaquer l'air national de l'Espagne. 15. Jacques Kardec aida l'amiral à faire les honneurs de la soirée aux Espagnols. Est-il heureux, ce Kardec, de la graine d'amiral, celui-là? Ça n'est pas un débrouillard, lui. Non, mais il a de la chance. Quel bon et brave officier! On dansait, le bal tourbillonnait. Kardec, descendu un moment pour être bien seul, dans l'entrepont où étaient couchés les hommes, dont les hamacs, alignés à perte de vue dans l'ombre, vibraient sur leurs cordes aux secousses de la danse, lisait, à la lueur d'un fanal que lui tenait un matelot, ce petit billet plié soigneusement, qu'il ne se rappelait pas avoir laissé tomber. Il venait de s'en inquiéter tout d'un coup. L'ayant lu, il le replia avec lenteur et le mit sur sa poitrine dans la poche intérieure de son habit qu'il reboutonna réglementairement. Cela fait, Kardec pâlit tout à coup. Il étendit les deux bras et s'accrocha des deux mains aux épaules de l'homme qui tenait la lanterne. Elle vacilla. Il sembla à Kardec que le bateau, après un coup de tangage épouvantable, s'enfonçait brusquement dans la mer ouverte sous lui, à l'infini. « Capitaine !» cria l'homme. « Capitaine !»« Eh bien quoi ?» répondit Kardec d'un air affreusement tranquille. Il demanda à l'homme si rien n'était dérangé dans sa toilette et remonta sur le pont. 16. L'amiral le pria de s'occuper d'une femme d'officier. Kardec valsa avec elle. Quand il eut valsé, il éprouva une sensation singulière. On avait permis aux hommes du bord qui voudraient voir la fête de se tenir à l'avant du bateau, sous une tente, dans l'obscurité, immobiles et silencieux. Derrière un grand filet de cordes, aux vastes losanges, ils étaient là, les uns sur les autres, comme dressés en muraille humaine, les matelots, et ils regardaient. Ils étaient dans l'ombre, et pourtant, quand on approchait, on distinguait très bien leurs faces, des favoris, des barbes, des dents de loup étincelantes, des yeux luisants, très luisants. Et, avec un air béat, ils regardaient ceux qui s'amusaient, le bal, les fleurs, les femmes, sans envie, mais sans joie, du fond de ces limbes terrestres d'où l'espérance apparaît comme une figure imprécise et morte. Kardec étant allé du côté de ces braves gens, eut donc une sensation singulière, qui fut une envie brusque, en coup de folie, de briser les mailles de ces gros filets, de lâcher ces bêtes qui étaient des hommes, en leur criant « Dansez, courez, hurlez, tuez les hommes, prenez les femmes, soyez les maîtres. Vous êtes des brutes de regarder les joies sans les prendre. » Il passa sa main sur son front et retourna au milieu du bal. « Qu'avez-vous, Kardec? »« Un peu mal à la tête, amiral. »« Allez donc boire un verre de champagne. » Comme il descendait au buffet, il rencontra un camarade. « Viens au carré. » Il y entra. L'autre bientôt le laissa seul. Kardec but un verre d'eau-de-vie et regarda, par les sabords, la mer qui commençait ici à ses pieds et finissait là-bas, beaucoup plus loin. Il ne savait plus où, nulle part. Il regarda les collines de la presqu'île de Saint-Mandrier, où est l'hôpital maritime. Puis, comme le bateau évitait, il aperçut, au pied de ces très hautes collines grises, Toulon, dont le quai rougeâtre mirait dans l'eau noire les feux des boutiques et des cafés. C'était là tout le théâtre familier de sa vie de marin. Il regarda cette rade étoilée des feux de l'escadre éparse et que sillonnaient des embarcations de fête, leurs feux de proue courant comme des météores échappés. Et de nouveau, il regarda sous lui
l'eau d'un bleu noir, très tranquille, cette eau amère, au mouvement si doux, qui a des rages de femme, des colères mortelles. Comme elle était belle et pure, si pleine d'étoiles qui paraissaient le regarder. Et tout au fond de l'eau, dans cette rade où se jettent les égouts de la ville, il y avait la fange, chère au congre, ces serpents de mai. Et tout à coup, sous les luisants de l'eau, oh, très profondément, une forme se dessina, la forme diffuse, lumineuse, d'un visage humain, pâle, si pâle, d'une pâleur de mort. Elle flottait, cette figure étrange, bercée sous l'eau, imitant les mouvements lents des vagues de la surface, qui caressaient, féline, la joue rebondie de l'Atalante. C'était comme une phosphorescence naturelle, comme une apparition mystérieuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.